Bonjour à tous, bienvenue sur Only Legend podcast numéro 87. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Eh ben écoute, ça va très bien. Le football est de retour. On entend les casques et les pads s'éclater les uns contre les autres. Ça fait vraiment plaisir. Et puis là, on va parler d'un autre rival de division avant que cette saison régulière débute. Ouais, notre équipe favorite. On adore les embêter un petit peu, les enquiquiner, même s'ils font que de nous rouler dessus sur les dernières saisons. C'est les Eagles, on est avec Victor. Comment vas-tu Victor ? Eh bien, bonjour Plex, bonjour Thiergo, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Tu sais, on a chacun nos... Alors, vous, c'est les Eagles qui vous battent souvent. Nous, c'est les Cowboys qui souvent nous humilient. Tu sais, c'est comme ça. Il y a des syndromes du grand frère. On a tous nos problèmes. Hein. Ouais, bah alors nous, les Eagles aussi nous humilient. Donc, globalement, depuis quelques saisons, on a du mal à battre les équipes, sauf les Commanders, qu'on bat à peu près tout le temps. Et on en parlait justement dans le dernier podcast sur les Commanders. On disait c'est un peu l'équipe neutre, les Commanders, qui inquiète pas grand monde en NFCS. Je sais pas pourquoi. Et quand on trash un peu tout le monde, on évite aussi les Commanders. On n'a pas trop envie de les embêter. Ils sont là, ils sont sympas et ils finissent 4e et ça convient à tout le monde. C'est le prix à payer pour avoir gagné. C'est le prix à payer pour avoir gagné 2 bagues en 5 ans. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon alors, on va parler des Eagles. On va parler de ce qui s'est passé pendant l'intersaison. On va parler de pourquoi. On va expliquer pourquoi vous allez encore gagner la NFC Est, puisque ça va être ça le sujet. Victor, t'es d'accord ? Oui, après il y a la fameuse malédiction, hein, donc on ne sait pas, mais Attends, ça fait depuis 2004 que personne n'a gagné 2 fois la NFCS d'affilée. C'est un record historique en NFL. Et je crois, Victor, que tu es d'accord tu fais partie des gens qui reconnaissent que la NFL va vite et tout peut changer d'une saison à l'autre. Et même quand tout se passe bien, tu sais pas pourquoi. Un petit truc peut tout changer, enrayer la machine et potentiellement vous pourriez, pour une raison inconnue, être moins fort cette année sans que ça ait potentiellement vraiment changé dans votre équipe. Donc mais ça de toute façon, ça fait partie de la beauté entre guillemets de la NFL. On a littéralement, on va y revenir, par exemple offensivement les mêmes joueurs. Bon, il se peut que finalement, après un an de vidéo, les coordinateurs défensifs ont commencé à trouver des solutions. C'est de plus en plus dur et ça fait une mauvaise saison. Là, les Giants, avec un effectif très limité, vous avez fait une super saison. Là, avec un meilleur effectif, est-ce que la saison sera meilleure ? Tu vois, on ne sait jamais. Ça fait partie aussi de la beauté de ce sport. On essaye de projeter. Mais bon, il y a des limites telles que les blessures, mais aussi les contre-performances. Ouais. Et en l'espace de quelques saisons, alors je ne sais plus quelle saison c'était, mais il y avait une saison où tu n'avais aucune équipe de la NFCS qui jouait bien et on se demandait qui allait remporter la division jusqu'à la 6e ou 7e semaine. Je crois que même les Giants, qui avaient genre que 2 victoires, pouvaient potentiellement être premiers de division. Mais c'était un truc de ouf, ouais. Voilà, et la saison dernière, on en parlait avec les Commanders lors du dernier podcast, on a failli avoir 4 équipes de la même division en play-off. Donc ça montre quand même à quel point le niveau peut changer très très vite. Ouais. Donc ça rend les choses en effet très intéressantes. On est passé de NFC List, donc les derniers en gros, à NFC Beast, les bêtes. Donc voilà, la division de ouf. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a... Les 4 équipes de la NFC Est sont parmi les calendriers les plus difficiles parce qu'en fait, vu qu'on se rencontre tous, forcément, ça fausse un peu le calcul et on se retrouve tous avec des calendriers très difficiles. Avant qu'on parle de votre... Vas-y. Oui, juste, on s'affronte tous et on affronte la FC Est. Oui, aussi. C'est quand même pas négligeable. Non, c'est vrai. Mais voilà, oui, non, t'as raison. Avant qu'on commence à parler de votre intersaison, moi j'ai une question qui me semble primordiale, Victor. Est-ce que vous allez continuer à faire vos QB sneak tout pourris cette année ? Enfin, tout pourri. Tout moche, mais qui fonctionne trop bien. Si tu veux, c'est un peu comme un glitch Madden à partir du c'est exactement ça, mec. À partir du moment où ils n'ont pas fait un patch sur le jeu, pourquoi on arrêterait d'utiliser ? C'est horrible. Mais du coup, j'imagine... Alors, enfin, ce serait quand même bête que... Vu que ça... Moi j'étais team, il faut arrêter de ce truc-là et pousser par derrière, ça me semble être... j'avais l'impression qu'il y avait des règles qui disaient que tu n'avais pas le droit quand il y a des mauls comme ça de pousser les joueurs. A priori, bon, c'est ok. Forcément, ça va être copié. La copycat league, il n'y a pas de raison que toutes les équipes fassent pas ça maintenant qu'ils ont trouvé un glitch. Oui, après, il faut avoir le quarterback pour. C'est-à-dire que tu en as qui sont plus doués que d'autres sur les quarterback sneak. On a vu, par exemple, même un mec très peu... Enfin,
moyennement athlétiques comme Tom Brady, historiquement, étaient très bons sur cet exercice. C'est pas forcément les mecs athlétiques. C'est sûr que si tu as un Anthony Richardson, même un Daniel Jones, tu vois, qui est plutôt grand, qui est costaud, etc., moi, je vois pas pourquoi les Giants, par exemple, pourraient pas le faire avec un Daniel Jones. Si c'est surtout une question de timing. Ouais. Non, je trouve que c'est une grosse question de timing. Si c'est le QB qui lance le signal et tu as les 5 gars qui directement poussent et lui arrive à s'infiltrer. Donc ça a l'air très simple quand on regarde ça, mais ça demande quand même pas mal de... Mais tu sais que même ce que tu peux faire, c'est que tu n'es pas obligé de donner un signal vocal. Il suffit quand tu es quarterback, puisque là il est pas en shotgun, il est directement sur le centre. Tu peux juste mettre un petit coup avec le haut de ta main, donc qui tape littéralement sur le cul du centre, voire un peu ailleurs, mais et il n'y a pas de signal vocal, mais il y a que le centre qui peut théoriquement pas être offside, lui, puisque c'est lui qui fait le snap, ce qui fait que la défense est forcément prise un peu de court, et du coup tu gagnes comme ça ces yards là, enfin ce petit yard, puisque en gros ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une 4e et 1 ou quelque chose, et inches ou 1, c'était QB sneak inarrêtable pour l'instant. En tout cas, les défenses n'ont pas trouvé de moyen de contrer ça, donc ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer cette saison. Mais voilà, moi ce jeu m'énerve un petit peu, mais je voulais en parler parce que je pense qu'on le verra beaucoup cette année. Après, tout le monde n'a pas la ligne des Eagles quand même. Ah oui, je suis d'accord. Ça aide d'avoir un Jason Kelce par exemple. C'est vrai, ça aide. Bon alors, intersaison. Il s'est passé quelques trucs chez vous. Ouais. Juste avant. Vas-y. Juste avant qu'on parle de l'intersaison, en 2 mots, rappeler la saison 2022 des Eagles. Ouais. Bon, alors, bien entendu, vous êtes allé au Super Bowl, que vous avez perdu 2-3 points contre des Chiefs absolument impressionnants, mais surtout, 14 victoires, 3 défaites, 3 défaites. Premier de la division, vous avez sweepé les Giants, et on a surtout vu, je crois, vous êtes dans le top 5 des attaques, top 10 des défenses. Donc on part déjà sur une très très bonne base. Mais justement, avec cette très très bonne base, ce qu'on aimerait savoir, c'est, tu disais tout à l'heure, il ne s'est pas passé grand-chose pendant votre intersaison, mais quelles seraient les signatures ou les pertes importantes qui ont eu lieu pendant ces longs mois d'intersaison? Ouais, parce que globalement, on s'était quand même dit, ils ont perdu leur coordinateur, ils ont perdu des joueurs importants, Gardner Johnson, tout ça, et finalement, on arrive à une conclusion qui est, l'effectif, il est quand même compétitif et peut-être même meilleur que l'an dernier. Donc, comment ça se fait qu'on en arrive là, quoi? Alors, en fait, tu as tout à fait raison, le principal mouvement, c'est quand même le départ des coordinateurs. C'est jamais anodin. Après, en attaque, si tu veux, globalement, il y a 10 titulaires sur 11 qui vont être de retour. La seule chose qui change, enfin 9 en fait, puisque le running back Sanders change, mais les running backs, de toute façon, c'est interchangeable. On en a 4 ou 5, on trouvera quelque chose. Et on a un garde qui change, c'est Semalo, qui est parti aux Steelers et qui est remplacé par Cam Jurgens. Je dirais que la principale info, c'est en effet le changement de coordinateur offensif, mais là, on a pris en interne le coach des quarterbacks, Brian Johnson, qui était quand même quelqu'un de plutôt réputé dans la ligue, puisqu'il avait quand même reçu 5 demandes d'interview pour des postes de coordinateur offensif. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'il sera bon, mais ça veut dire au moins que les échos étaient bons. Et c'est le meilleur ami de Jalen Hurts. Alors, est-ce que c'est une bonne chose que ça soit le meilleur ami? Ça, vous avez 4 heures. Mais disons qu'offensivement, tu as 9 titulaires sur 11 de retour, donc je ne suis pas très inquiet. Je pense que ça va continuer à marquer des camions de points. Défensivement, tu as le départ de Javon Hargrave, qui est quand même une des pierres angulaires de cette défense. Tu as le départ de Kyzir White, qui n'était pas mauvais en linebacker. Tu as le départ de Gardner Johnson, qui était en effet un des gros playmakers de l'arrière-boutique. Et tu as le départ de Jonathan Gannon, le coordinateur défensif. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle, par contre. Il est remplacé par Sean Desai. Alors, Sean Desai, c'est un disciple de Fangio, puisque Fangio est très écouté dans nos murs. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, il a eu des expériences plutôt mitigées. On a 2 gros chantiers, defensive tackle et safety, mais on va dire que les inquiétudes, elles sont principalement en défense aujourd'hui. Ouais, j'ai remarqué que vous aviez aussi Matt Patricia qui était dans votre staff défensif, comme il est senior defensive assistant. Est-ce que ce serait pas là votre principale faiblesse finalement? Patricia, quand il est du côté défensif, je me fais pas de soucis. Quand il le met de coordinateur offensif comme l'année dernière, là, il y a un souci. Ouais, oui. Mais défensivement, bon...
Non, c'est là où il a fait ses armes chez les Patriots. Il est plutôt connu pour ça. Et d'ailleurs, un autre petit détail, je regardais votre staff puisque en effet, donc Brian Johnson est votre coordinateur, et vous avez Alex Stanley en QB coach. Et Plaque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Alex Stanley, il a été backup de 2018 à 2020 chez Giants. Alors, il a lancé une passe pour 3 yards. Ça, c'est sa carrière en NFL. Même moi, je pourrais avoir ces stats-là. Mais voilà, donc en fait, c'était marrant de retrouver un nom familier dans votre staff. Est-ce que justement, Gannon et Steichen, ils sont partis avec d'autres, tu sais, parfois les gars ils prennent un poste de head coach et puis ils emmènent quelques copains avec eux. Ils vous ont vidé un peu la boutique? Non, pas trop. Non, pas trop. Écoute, nous, si tu veux, il faut savoir qu'on a un coach chez nous qui est aussi important que les coordinateurs offensifs, qu'on paye d'ailleurs comme un coordinateur. C'est notre entraîneur de la ligne offensive, ça fait Jeff Stouthand, qui a transformé n'importe qui en monstre. Tu vois, genre les Malaita, 7e tour de draft, qui n'avait jamais fait un snap de foot américain, il l'a transformé en pro bowler. Ce Malo, il l'a transformé en pro bowler. Enfin, c'est un mec, c'est depuis plus d'une dizaine d'années qu'il fait des merveilles. Donc déjà, tant qu'on garde lui, on est content. Après, globalement, non, on n'a pas perdu beaucoup de monde au niveau des défenses. On est resté sur un staff qui est à peu près le même. Et même les nouveaux arrivants n'ont pas tellement amené leurs hommes non plus. C'est vraiment... le coordinateur offensif était déjà, donc forcément, il connaît les gens. Mais le coordinateur défensif aurait pu dire « j'amène mes mecs », etc. Et finalement, c'est quand même resté assez stable. Donc en gros, le but, c'était on perd des gens, mais on essaye de conserver au maximum l'équipe en place parce que ça a bien marché, donc on limite la casse et on reconduit tout le monde si possible. Oui, il y a même un choix qui a fait un peu gronder chez nous, c'est qu'on a gardé notre coordinateur des équipes spéciales, alors que s'il y a bien une chose où on était nul l'année dernière, c'était nos équipes spéciales. Après, on a un roster qui est construit avec très peu de joueurs qui répondent aux besoins de ce genre de jeu. Donc, est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute de la construction d'effectifs? On peut y aller, mais voilà, je dirais même que certains demandaient un peu plus de mouvement que ce qu'on a eu. Ok, bon. Alors, avant qu'on aborde la draft, juste pour parler, tu as déjà parlé des signatures et des pertes, je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur les extensions. Donc, vous avez re-signé Jalen Hurts pour un méga contrat, ça c'était logique. Vous avez réussi à garder aussi votre paire de cornerback. Ce qui m'interroge plus, c'est, alors non pas que en fait, les re-signatures m'interrogent, parce que Fletcher Cox, Jason Kelce, Brandon Graham, ce sont des gars qui ont fait leurs preuves. Mais en fait, en regardant leur âge, surtout Jason Kelce, qui a 35 ans, continue à jouer, est-ce que c'est un facteur qui inquiète chez les Eagles de voir que ces joueurs, en fait, oui, on les re-signe, mais on est aussi conscient du fait qu'ils sont plus tout jeunes? Alors, Kelce, non, dans le sens où son remplaçant, c'est Jurgens. On l'a drafté alors qui pour l'instant va jouer garde. Mais une fois que Kelce prendra sa retraite, ou même s'il se blesse ou s'il sous-performe, Jurgens passe centre et en garde, on mettra Steen. Donc on va dire que Kelce, c'est attendu et j'ai pas trop de soucis. Par contre, il y a des signatures qui font un peu, en effet, copain-copain. Fletcher Cox, je suis désolé, hein. Il est cramé, mais on l'aime d'amour, hein. Il a fait une incroyable carrière chez nous, hein. Mais ça fait 2 ans qu'il est absolument cramé. Mais pourquoi il le garde alors? C'est quoi l'objectif? Je comprends pas. L'objectif, c'est qu'en fait, si tu veux, là, avec le départ d'Hargreaves et tout, nos 2 défensifs tackles qui doivent être d'avenir chez nous, c'est Jordan Davis, donc sophomore, et c'est Jalen Carter, rookie. Ouais. Et c'est Milton Williams, qui est 3e ou 4e année. Donc l'idée, c'était de garder 1 an, d'ailleurs c'est 1 an seulement sa signature, côté un peu, tu sais, semi-joueur, semi-coach, tu vois, qui va apprendre aux jeunes pousses à se développer, qui va leur expliquer un peu les tenants, les aboutissants et les ficelles du métier. À mon avis, c'est plus dans ce sens-là qu'il a été signé que dans un sens de performance pure. Ce qui peut être aussi une bonne idée, hein, d'avoir un gars qui a de la bouteille dans votre effectif et surtout avec un jeune comme Jalen Carter, ça nous permet de faire une transition vers la draft. Jalen Carter qui est vu par beaucoup comme le meilleur joueur de la draft, mais qui, si je comprends bien,
a eu quelques problèmes qui l'ont fait chuter dans les rankings. Comment ça se passe depuis qu'il est dans votre effectif ? Alors, pour l'instant, très bien. Après, on sait que les joueurs qui ont eu des problèmes peuvent dégoupiller à chaque moment. Mais en effet, ça c'est clair. C'était le meilleur joueur de la draft. Pour moi, s'il n'avait pas eu son extra sportif, c'était déjà Devin Clowney. Tu sais, il était 1 ou 2 ou 3. Bon, après, la preuve, c'est que Clowney, il n'a pas eu une carrière incroyable non plus. Hein, donc, on verra bien. Mais en tout cas, déjà pour le symbole, il a signé son contrat le lendemain de la draft en disant « je ne veux pas perdre de temps avec mon contrat, je veux travailler, etc. » Il a retrouvé son poids de forme, ce qui était le gros problème de son Pro Day, où il était en plein dans cette affaire, et il avait pris quasiment 10 kilos ou un truc comme ça. Enfin, 10 livres, je pense. Mais il a retrouvé son poids de forme. Il a détruit Deshaun Watson, au point, dans les entraînements communs, au point que Joel Bitonio a dit qu'on était méchant parce qu'on avait tenté de casser Watson. Je pense que personne nous en voudra. Donc pour l'instant, ça se passe entre guillemets très bien. Mais après, les échos des camps ne sont que les échos des camps. On verra ce que ça donne sur le terrain. Et puis voilà, avec des joueurs qui ont dégoupillé à une époque, toujours rester prudent parce que ça peut partir très vite. Partir très vite en vrille. Donc. J'ai pas la même analyse que toi sur la signature rapide. À mon avis, le mec s'est dit je suis capable de dinguerie à tout moment. Faut que je signe mon contrat très vite. C'est possible aussi que ça soit dans ce sens-là. Tout à fait. Non, mais quand on voit comment il s'appelait votre premier tour, Baker, non, le cornerback. DeAndre Baker, qu'on a signé. Là, franchement, c'était de la signature à l'aveugle. J'ai l'impression que les mecs se sont pas renseignés du tout sur qui était le personnage. Où le gars est arrivé, les vétérans essayent de lui donner des conseils, il les envoyait chier en mode non mais laisse tomber, moi je sais, il écoutait pas, il dormait tu sais, pendant les révisions vidéo, là, aux réunions par poste, voilà, ce genre de choses là. Donc très vite on a su que le mec était pas sérieux et puis il a pas fait de carrière et puis on n'entend même plus parler de lui. Donc puis il avait fait des dingueries avec des armes dans des soirées, je sais pas quoi. Bref. Ouais, mais en fait Baker n'avait pas vraiment eu de problème off-field avant la NFL. Là, certes, les Giants n'avaient pas fait la due diligence pour voir si c'était un bosseur, parce que tu peux avoir un joueur qui en fait fait pas de vagues en dehors du terrain, mais a un gros flemmard, et ça c'était le cas de Baker. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus il a décidé d'aller faire son gangster, et c'était un énorme bust. Il y a quand même une énorme différence avec Joe Shane et son staff maintenant, où les mecs, j'ai l'impression que c'est vraiment au cœur de leur réflexion. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ils vont pas te signer un mec où ils sont pas sûrs que le gars soit un bosseur, qu'il soit qu'il aille pas te faire une folie, n'importe quoi. Et après. T'as des très bons joueurs qui font n'importe quoi. Si on regarde les autres sports, Ja Morant qui fait des trucs complètement insensés alors que le mec il signe des contrats à des millions, il te sort des guns sur des vidéos et il met en péril sa carrière. Bon, ça, je veux dire, c'est aussi les États-Unis qui font qu'il se passe des trucs un peu très limites et des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre chez nous. Mais bon, il peut se passer tout et n'importe quoi avec ces gars-là. Non, mais c'est ça. Après, je pense qu'il y a quand même des villes plus anxiogènes que d'autres. Je pense que quand tu es confronté aux médias de New York ou de Philadelphie, t'as plus intérêt à te tenir à carreau, tandis que si t'es dans le fin fond du Wisconsin à Green Bay, tu vois, ils peuvent passer le truc sous silence, ça intéressera pas grand monde. Donc, d'autant plus dans nos franchises de NFC Est, il faut faire très attention. Ouais. Sur la draft, donc t'as parlé d'un joueur, vous aviez je ne comprends toujours pas comment c'est possible, 2 premiers tours de draft. Votre GM se plaît à faire la misère aux autres GM qui n'ont toujours pas compris qu'il faut arrêter de trade avec ce gars. C'est arrêter, vous allez vous faire avoir tout le temps. Quelles sont les autres grosses signatures ou joueurs importants que vous avez récupérés à ton avis ? Enfin, signature draft, un pick de draft plutôt. Oui, bien sûr. Écoute, déjà Tyler Steen, donc au 3e tour, au début du 3e tour, qui est en fait, si tu veux, une de nos grosses faiblesses. Ça fait partie des faiblesses un peu invisibles, mais une de nos grosses faiblesses, c'était la profondeur au niveau des lignes offensives. Et on sait très bien qu'une ligne offensive, elle reste rarement immaculée toute la saison avec 5 joueurs qui jouent tous les matchs, quoi. C'est quand même rarement le cas. Donc là, on a quand même renforcé avec un joueur polyvalent qui peut jouer garde et tackle. Ça a été couplé avec des recrutements externes tels que Dennis Kelly, etc. Donc des mecs qui ont un peu d'expérience et tout.
Donc ça a été plutôt important. Mais clairement, la draft la plus importante, c'est le premier tour, parce que Jalen Carter, il répond à notre besoin numéro 1, défensif tackle. Et puis Nolan Smith, qui était quand même prévu dans le top 15 et qui tombe en 28 chez nous. Alors certes, ça fait un peu doublon avec Reddick, mais est-ce que t'as jamais trop de pass rushers ? Je pense que c'est toujours bien d'en avoir. Et c'est fabuleux qu'il tombe en 28 chez nous, quoi. Donc merci les Colts d'avoir donné un premier tour pour Carson Wentz. Merci à tous parce que c'est grâce à vous. Et je rajouterai juste un truc. Moi, mon coup de cœur, c'est au 7e tour, c'est Moro Ojomo, qui est un défensif tackle de Texas, qui est un spécialiste du défense contre la course. Et on a souffert ces dernières années contre la course, contre à peu près tout le monde. Donc, c'est le genre de signature que j'aime bien. Mais sinon, encore une fois, en free agency, on a été très, très discret. Globalement, ça a été surtout maintenir l'effectif, drafter, choisir 2-3 joueurs pour venir compléter l'effectif. Mais il n'y a pas un gros nom, il n'y a pas une grosse signature. Et d'ailleurs, votre cornerback numéro 3, c'est qui ? Ou corner intérieur actuellement, c'est qui ? Depuis le départ c'est Avonte Maddox. Ok. Qui est comment ? C'est Avonte Maddox. Qui est correct ? Ah, qui est très bon. Lui, ça fait plusieurs saisons qu'il est titulaire. Non, il est excellent, Avonte Maddox. Moi, je vais te dire, j'ai aucun problème avec Maddox, qui est bon depuis plusieurs années. J'ai plus des interrogations avec les cornerbacks. Tu vois, le genre de trucs qui peuvent partir en vrille. Slay, il a quoi, 32, 33 ans. Bradbury, on sait qu'il a une tendance à faire une saison sur 2. Vous le savez mieux que personne. Donc, tu vois, c'est le genre de poste qui pourrait aller beaucoup moins bien que l'année dernière. Ça pourrait être ce genre de poste, par exemple. Ça a beau être 2 stars, bon, c'est pas de première jeunesse, c'est pas forcément régulier. Attention, quoi, à voir. Globalement, vous avez un effectif... J'ai pas regardé les Giants, on sait qu'ils ont un effectif très jeune, parmi les plus jeunes de la NFL, je crois dans les 5 plus jeunes. Vous vous situez comment par rapport à ça ? Je te prends un peu de cours peut-être sur ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de joueurs âgés en fait depuis tout à l'heure. C'est pour ça que ça me saute un peu aux yeux là. Non, on est un des plus jeunes aussi. Ah ok. C'est-à-dire que si tu veux, on a 4 ou 5 dinosaures. Mis à part ça... tu vois, on a les mecs dont vous entendez parler depuis littéralement 15 ans. D'ailleurs, ce serait bien qu'on arrête. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Ou comme Jason Kelsey. Enfin, en gros, tu as Lane Johnson, Jason Kelsey, Brandon Graham, Fletcher Cox. Mais à côté de ça, au contraire, on a multiplié les pics de draft. Et en tout cas, je me souviens qu'en 2022, on était carrément dans le top 5 des plus jeunes, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'en 2023, on doit pas être loin. Hein. On doit être dans le top 10 des plus jeunes. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, en fait, ce qui montre un peu la qualité des drafts des Eagles, et vous savez que vous n'entendrez pas beaucoup de compliments sur les Eagles de ma part, mais ça, il faut bien admettre, c'est ces dinosaures dont tu as parlé ont tous été draftés par les Eagles. Et ça, c'est justement ce qui fait le succès d'une franchise. Si tu draftes les bons gars et que tu les gardes sur une longue période, ça n'a pas forcément besoin d'être toute leur carrière, mais là, en tout cas, c'est clairement toute leur carrière, tu vas dans la bonne direction et c'est ce qui explique une grande partie du succès des Eagles aujourd'hui. Oui, après, voilà, Brandon Graham, c'est vraiment le truc un peu incroyable parce que globalement, il est drafté en 2010 et il explose en 2015. Donc, il a fallu du temps quand même, mais depuis ça va très bien. Donc, oui. Côté meneur d'hommes. On t'a perdu pendant une seconde. Ou c'est moi qui ai coupé, Thiergo ? Non, ça a coupé aussi. Tu disais que oui, il avait mis un peu de temps à sortir, à montrer son talent, puisque c'est à partir de 2015 qu'il a commencé à produire. Puis après, je t'ai perdu. Oui, tout à fait. Non, ben voilà, je disais, on draft et en plus, quand même, on est patient. C'est vrai que ça fait parfois un peu hurler certains la politique des Eagles qui a un peu toujours été de ne pas faire jouer les rookies, ou presque pas. Alors là, avec Jalen Carter, ils vont être obligés vu la nécessité. Mais voilà, c'est une équipe qui draft et qui en général draft des joueurs pour dans 2-3 ans et n'hésite pas à quasiment pas les faire jouer en tant que rookie. Alors, tu sais, là je m'adresse à vous deux, mais surtout Thiergo. Je sais pas si tu as suivi Thiergo, puisqu'on parlait de faire jouer des rookies. A priori, nos cornerbacks 1 et 2 vont être 2 rookies cette année. Je sais pas si tu as suivi ça, mais sachant qu'Adoree Jackson est en train de passer dans le slot.
avec Trey Hawkins et Deontay Banks qui seraient nos cornerbacks 1 et 2. Donc nous aussi, on va pas avoir le choix que de faire jouer... Et qui, a priori, sont les meilleures options actuellement. Nos 2 meilleurs cornerbacks seraient nos 2 rookies. Non, mais attends, j'avais pas vu passer ça, mais enfin, moi, ce que tu lis pas mes articles sur le blog aussi, Thiergo, c'est pas terrible ça. En fait, je l'ai dit avec une semaine de retard, pour être honnête. C'est l'Australie, c'est loin, c'est pour ça. C'est le décalage horaire. Non, alors, franchement, la news d'Adoree Jackson qui joue dans le slot, pour moi, ça veut pas dire qu'il n'est pas cornerback 1. Pour moi, Adoree Jackson est toujours cornerback 1, mais dans certains packages, il va être mis dans le slot parce que tu as cette tendance en NFL qui fait que t'as de plus en plus de receveurs qui se mettent dans le slot. Non, mais en fait, on s'en fout de savoir qui est 1 ou 2, t'as raison, c'est plutôt où est-ce qu'ils sont positionnés. Et ils seraient à l'intérieur, a priori, la plupart du temps. Et de toute façon, t'as plein d'équipes qui mettent leurs meilleurs receveurs à l'intérieur maintenant, donc ça devient très compliqué de mettre un mec lambda à l'intérieur. Non, mais oui, alors c'est clair que sur les ailes, avoir 2 rookies, ça peut être un peu inquiétant. Mais si tu as un bon pass rush devant, et on espère qu'on a ça quand même chez les Giants, ça peut aider au niveau de la couverture. On est déjà à 25 minutes, il faut qu'on avance un tout petit peu. Victor, est-ce que tu peux nous parler de votre training camp et des matchs de pré-saison jusque-là ? Qu'est-ce qui est notable ? Quels sont les retours ? Qu'est-ce que tu as entendu des Eagles jusqu'à maintenant ? Bah écoute, on a un camp assez discret. Alors c'est vrai que le fait qu'il y ait peu de mouvement, comme je disais, ça aide aussi à avoir un camp un peu discret. Clairement, tout le monde ne parle que des defensive tackles. Donc, Jalen Carter, pour l'instant, c'est magnifique, il est formidable, il va tout casser, etc. On verra. Hein. Les échos des camps ne sont que les échos des camps. Ce qui est vrai, c'est qu'on a surtout le développement de Milton Williams, qui est un joueur qu'on avait recruté au 3e tour il y a 3-4 ans, et qui finalement va peut-être venir chipper une place de titulaire à un Jordan Davis, par exemple. Mais ce qui nous intéresse le plus dans les camps, c'est plus les petits vieux qu'on est venu rechercher, enfin les vieux, ou en tout cas des joueurs un peu sur la pente descendante, comme Zach Cunningham ou Miles Jack en linebacker, dont on va voir si un des deux peut faire le roster. Et la dernière chose, c'est le poste de safety, où si vous voulez, on a beaucoup de... Aujourd'hui, aucun joueur n'est assuré d'être titulaire au poste de safety. Ok. Bon, finalement, Reed Blankenship, qui a fait la moitié de la saison dernière et qui a été plutôt très bon, a l'air de rayonner au camp. Donc, il a notamment intercepté Deshaun Watson 2 fois en une journée. Donc, normalement, il devrait être là. Qui était un joueur non drafté, mais que j'adorais personnellement à Middle Tennessee. On l'a vu jouer longtemps, ça fait partie de ses super seniors Covid, donc on a dû le voir jouer 5 ou 6 ans. Et après, voilà, pour le deuxième safety, là par contre, il n'y a pas de joueur qui sort du lot aujourd'hui. Ok. Est-ce que ce serait justement un point d'inquiétude au niveau des Eagles, parce que tu as surtout mis en avant ce qui se passe bien. S'il devait y avoir un coin alors, dans l'effectif, tu parlais des special teams, et là tu parlais justement de cette incertitude au niveau du poste de safety. Est-ce que ça se limite à ça ? Sachant que ça pourrait être une faille exploitée côté Giants, qui ont rajouté beaucoup de vitesse et qui prévoient de faire beaucoup plus de jeux longs avec des Darren Waller et des Jalin Hyatt. S'il y a une faiblesse niveau safety, elle sera, je pense, exploitée autant que possible. Je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que si on fait de la projection, imaginons que nos safety ne performent pas. Du coup, tu es obligé de mettre Maddox à 100% sur Waller. Bon, déjà, ça ne veut pas dire qu'il va gagner 100% des duels, parce que Waller est un bon joueur. Quand il est en bonne santé, c'est un peu le seul problème. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tu laisses Wyatt seul face à ton slot cornerback numéro 2. Et il se peut qu'il se fasse bouffer. Donc, oui, clairement, moi, je dirais qu'il y a 3 inquiétudes principales. La numéro 1, c'est safety. Parce qu'aujourd'hui, en gros, on est à 2 doigts de commencer la saison avec un sophomore et un rookie non drafté et 3e tour. Donc, tu vois, pas forcément des stars. Donc, voilà, c'est un poste qui pose problème aujourd'hui. Après, on se souvient que Garner Johnson, il a été recruté 1 semaine avant le début de la saison. Donc, on ne sait jamais. Hein. Howie Roseman, il est capable de nous recruter un safety entre ce podcast et le début de la saison. Mais je dirais que c'est le problème numéro 1. Problème numéro 2, c'est en effet en équipe spéciale et notamment le poste de punter. Et le problème numéro 3, c'est defensive tackle. Mais bon, je me dis qu'entre Jordan Davis, Jalen Carter, Milton Williams, Fletcher Cox, etc.,
On devrait trouver des solutions, surtout que le reste du front seven est assez bon. Mais oui, safety, pour moi, c'est vraiment la grosse faiblesse. Et on connaît les attaques modernes. Il faut avoir des safety qui limitent l'impact, parce qu'en effet, le milieu du terrain, c'est devenu, pour certaines équipes, presque plus important que les côtés. Et tu parlais des backups sur la O-line. J'ai l'impression que c'est un problème commun en NFL. C'est le cas chez les Giants où s'il y a un joueur qui se blesse, ça peut devenir compliqué. On en parlait avec les Commanders, c'est la même chose chez eux. Vous, ça reste toujours un petit point d'inquiétude ou de toute façon, on peut pas avoir 2 O-line titulaires avec des remplaçants à tous les postes, c'est très compliqué. Il y a pas assez de bons linemen en NFL. Je pense que globalement, il y a 32 équipes qui manquent de profondeur. Ah bah oui, clairement, c'est ce qu'on disait. Je pense qu'en effet, c'est malheureusement quelque chose de commun. Je suis un peu plus confiant cette année que l'année dernière. Vraiment, l'année dernière, on aurait eu un problème, ça aurait été vraiment compliqué. Là, cette année, je suis un petit peu plus rassuré, mais enfin bon, je préférais qu'ils ne se blessent pas. Disons qu'en tout cas, les tackles, je préférais qu'ils ne se blessent pas. Oui, possible. Toujours. C'est effectivement le plus compliqué à remplacer, à mon avis, les postes de tackle, surtout le poste de tackle gauche, qui fait partie des postes les mieux payés maintenant en NFL quand on a un. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les Giants, qui se sont empressés de signer Thomas. Donc, assez classique. Est-ce que... Vas-y. Justement, avec tout ce qu'on s'est dit là, si tu devais faire une prédiction du classement de la NFC Est, alors on ne va pas demander la première équipe puisqu'on est tous d'accord pour dire que ce sera a priori, sauf accident, ça devrait être les Eagles. Mais le reste de la division, tu la vois comment ? Alors moi déjà, il y a un truc, alors si certains ont écouté les pastilles TDA, c'est vrai que c'est un truc que je dis beaucoup, mais on est sur une année absolument terrible, où en fait, toutes les bonnes divisions affrontent les bonnes divisions, et toutes les mauvaises divisions affrontent les mauvaises divisions. Et l'année dernière, on a eu un calendrier ultra facile, la NFCS, faut pas se mentir. Donc moi, je pense que même si les Eagles, les Giants, les Commanders progressent, je pense qu'on peut probablement tous avoir un moins bon bilan que l'année dernière. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais je dis que c'est une possibilité qu'en étant meilleur, tu as un moins bon bilan. Bon, on a la chance que la NFC est quand même très faible, donc ça devrait pouvoir passer. Mais moi, aujourd'hui, c'est vrai que dans l'idée, les Eagles devraient l'emporter. Après, il y a toujours cette histoire de malédiction, mais pas à 14 victoires, mais peut-être à 11 victoires. 12 victoires, ça serait pas mal. Et derrière, il y a un duel Cowboys-Giants. Alors, c'est vrai que, pour le coup, moi, j'aime beaucoup Daboll, j'aime beaucoup Sean, j'aime beaucoup la construction de votre effectif. Je pense quand même, ce genre d'équipe comme la vôtre, qui a gagné beaucoup de matchs par une toute petite marge, tu as toujours ce risque de retour un peu en arrière parce que tu as un peu moins de bol, parce que ça clique un peu moins, pour des raisons qui sont explicables ou qui parfois ne sont pas. Mais c'est vrai que ça donne envie d'être optimiste, même si j'ai toujours mes réserves que vous connaissez sur Daniel Jones. Mais je dirais que l'effectif global, par exemple, avoir un Darren Waller, théoriquement, ça te facilite quand même la vie. Donc, j'ai envie d'être optimiste et de voir des Giants batailler avec les Cowboys sur la 2e place. Mais attention quand même à un petit retour de bâton qui pourrait toucher et les Eagles et les Giants pour le coup. Mais attention à ne pas se voir trop beau après la saison dernière avec un calendrier un peu facile. Je pense pas que ce soit le cas. À mon avis, ils sont très réalistes sur leur niveau. Ils savent que c'est une équipe qui est toujours en construction. Et Joe Shine l'a dit, la qualité de l'effectif pour l'instant des Eagles et des Cowboys est supérieure à celle des Giants. Il a hérité d'une situation qui était pas facile, avec notamment des contrats qui étaient un peu toxiques. Et on en paye encore les frais, puisque si je dis pas de bêtises, Thiergo, notre joueur le plus cher, enfin qu'on paye le plus cette année, c'est Leo Williams, avec un contrat complètement faramineux. Mais a priori, le choix de Shane, c'est de tout encaisser sur cette saison pour être plus tranquille pour la saison d'après. Il aurait pu le lisser, mais il a pas voulu le faire. Et il a quand même réussi à faire des trades intéressants. Et a priori, notre effectif, et le gros problème qu'on avait l'an dernier, c'était au poste de receveur, où on avait très peu de profondeur et des joueurs qu'on a dû aller chercher clairement en plein milieu de la saison. On a fait venir des mecs pour venir être titulaires chez nous. C'est quand même une folie de se dire ça, que tu dois récupérer des titulaires à l'extérieur. Et là, maintenant, on a quand même, avec Waller, avec Hodgins, avec Paris
Campbell qui a montré des très belles choses. Il y a quand même beaucoup plus d'armes et si la O-line tient à peu près le coup, ça peut être intéressant. Ton avis sur les Cowboys, Victor, sur les moves qu'ils ont fait et sur une équipe qui depuis des années performe plutôt bien et a un pourcentage de victoires en saison régulière très élevé, mais qui une fois qu'ils arrivent en playoff finissent par choke quasiment à chaque fois. Bah oui, ça fait 30 ans qu'ils ne sont pas allés en finale de conférence. Moi, je trouve que c'est une équipe en déclin qui a décidé de se séparer de son meilleur coach pour donner les mains libres à McCarthy. Bon. Qui a une liste de joueurs qui vont être free agent long comme le bras l'année prochaine et dans 2 ans. Donc j'ai l'impression que c'est une équipe en fin de cycle. Mais d'un autre côté, on peut se dire, bah voilà, les mecs, ils sont en dernière année de contrat, ils vont tous jouer leur vie. Et la mission, c'est cette année. Mais j'ai vraiment... les Cowboys, je les vois comme un boom or bust. Parce que je pense que s'ils réussissent pas cette saison, là, ils partent en purgatoire. Et ton avis sur Prescott ? Même si je suis pas d'accord avec toutes tes analyses QB, évidemment. Moi, je pense que ça reste aujourd'hui un top 10 quarterback de la ligue. Ah ouais, ok. Moi, je le mettrais pas à ce niveau-là, mais ok. Après, si tu pondères avec les blessures, etc., ça le fait descendre. Oui, mais tu vois, après, c'est toujours dur le poste de quarterback. Et je sais que, par exemple, sur Daniel Jones, on ne sera jamais d'accord. Mais moi, je pense que vous êtes aveuglés comme nous, on était aveuglés avec Vance. Et encore, on était aveuglé avec Vance, pourtant qu'il n'y avait pas de receveur et qui faisait 33 touchdowns pour cette interception. Moi, j'ai du mal. Daniel Jones, pour l'instant, il a lancé 15 touchdowns, quoi. Donc, c'est pas ce que j'appelle une référence. Après, finalement, il a signé un contrat qui peut paraître pour des vieux comme nous important, mais quand on regarde en effet la hausse du salarié cap, les contrats qui sont signés aujourd'hui, c'est pas un contrat si important que ça du tout. C'est un contrat, on va dire, à la Kirk Cousins, quoi. Ce genre de contrat un peu pas top. C'est un contrat de milieu de tableau. Il est même pas dans le top 10 des quarterbacks, si je dis pas de bêtises. Enfin, depuis que les derniers contrats ont été signés, il est déjà sorti du top 10. Mais après, moi, je demande qu'à me tromper. Je veux dire, Jones, j'adorais à la sortie de Duke. C'était mon quarterback numéro 1 de cette draft. Bon, qui n'était pas une draft incroyable. Globalement, il y avait Jones et Haskins. Mais pour l'instant, c'est vrai que moi, de l'extérieur, j'ai rien vu qui m'enthousiasme au sens où le mec qui arrive à limiter la casse avec rien, c'est pas forcément le mec qui arrive à faire des choses incroyables une fois qu'il a plus. Oui, t'as raison, pour l'instant, il a été l'année dernière le mec qui arrivait à limiter la casse avec rien. Et cette année, ça va être un vrai test puisque il a son contrat, il a des armes. Donc pour la première fois, on va pouvoir vraiment juger de ce qu'il est. Sachant qu'il faut aussi compter sur son jeu de course. Et tu parles de ses TD à la passe, c'est effectivement une chose. Mais il y a une grosse partie de son jeu qui est le jeu de course. Donc il ne faut pas le mettre de côté aussi. Et je serais pas étonné qu'il le développe encore plus cette année. Pour le coup, parce que des Waller, des Hayat, ça va quand même écarter des défenses là où vous avez quand même, à cause de l'année dernière, vous n'aviez pas de receveur et Saquon Barkley. En gros, tu avais quand même beaucoup de défenseurs dans la boîte en général. Là, clair. Tu vas avoir des boîtes un peu plus légères et du coup, plus d'opportunités pour Daniel Jones. Complètement. Et pour Barkley aussi, qui pourrait faire une meilleure saison cette année que l'an dernier, puisque quand tu te retrouves avec 8 mecs qui sont prêts à te sauter dessus, c'est pas pareil que quand t'as des mecs un peu plus reculés, parce que t'as des Jalin Hayat qui font un peu peur, et du coup, t'es obligé de laisser 1 ou 2 safety en profondeur. Donc ça, c'est clair. La dernière question qu'on veut te poser... Attends, on n'a pas eu... Alors, j'ai peut-être loupé un truc, mais Victor nous a dit Eagles, Giants, mais du coup, 3 et 4... C'est Cowboys Commanders ou Commanders Cowboys? Non, j'ai dit Cowboys et Giants qui se battent pour la deuxième place. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Non, d'accord. Donc... Non, par contre, non. Pour avoir une prédiction plus simple, je pense que Cowboys et Giants seront en playoff. Après, dans quel ordre? Donc tu penses qu'on va encore avoir 3 équipes en playoff de la NFC Est? Bah en fait, à un moment, faut pas se mentir. On serait en AFC? Non. Parce qu'il y a que des monstres, tu regardes toutes les divisions, il y a 2 ou 3 équipes qui sont monstres ou quoi. En NFC, alors tout peut changer en une saison, mais NFC West, globalement, les Giants sont supérieurs à tout le monde sauf les Niners. Bon, de toute façon, il faut bien un champion de division. Ok, partons que les Niners vont en playoff. NFC South, pour moi, les Giants sont meilleurs que tout le monde, sauf peut-être les Saints, et encore, tu peux en discuter, mais de toute façon, là encore, il faut un mec en playoff. Donc les Saints vont en playoff. NFC Nord, c'est le bordel. Donc, on va dire Lions ou Vikings, qu'importe. Et les Eagles. Ça en fait 4. Donc, après, il faut que tu trouves 3 équipes.
Bah pour moi, d'instinct, je dirais celui des Lions aux Vikings qui n'a pas été champion de division, les Cowboys et les Giants. Tu vois, c'est un peu ça que j'aurais envie de mettre en playoff. Il n'y a pas d'autres équipes qui me font peur. Après, il y aura sûrement une équipe qui va choke, une équipe qui va surprendre. Tu vois, je ne serais pas non plus étonné que les Vikings, ça parte en vrille et qu'on voit une autre équipe. Hein, j'en sais rien. Mais bon, de toute façon, les pronos. L'année dernière, je mets quand même les Seahawks et les Giants top 5 de la draft et deux vont en playoff. Hein. Alors, tu sais, moi et les pronos, c'est vrai. On sait jamais. Et du coup, la dernière question qu'on avait pour toi, c'est si tu dois choper, si tu avais la possibilité là, d'aller prendre un joueur dans chaque équipe de la NFCS pour les amener aux Eagles, tu prendrais qui dans chaque équipe? Alors, je vais vous garder à la fin, comme ça c'est plus rigolo. Si je dois prendre un joueur des Cowboys aujourd'hui, forcément Micah Parsons. Alors oui, on a déjà Reddick, oui, on a Nolan Smith, donc en vrai, ça ferait pas forcément de sens, mais c'est un top 5 défenseur de la ligue, donc comment tu voudrais ne pas le vouloir? Au niveau des Commanders, je prendrais Terry McLaurin, parce que je pense que c'est vraiment le receveur le plus sous-coté de cette ligue, mais de très loin. C'est exactement ce qu'on a dit dans le dernier épisode. Et je pense que tu vas dire la même chose sur le choix des Giants, mais vas-y, on peut être surpris. Sur le choix des Giants, c'est encore plus simple parce qu'on a un besoin en defensive tackle. Ah ok, non, parce que en soi, pour moi, dans l'idée, c'était Andrew Thomas ou Dexter Lawrence. Mais à partir du moment où j'ai un left tackle et j'ai un besoin en post defensive tackle, si je dois en prendre un, c'est Dexter Lawrence. En plus, il joue en zéro. Il joue en zéro technique. C'est exactement ce dont j'ai besoin à côté d'un Jalen Carter. Non, pour le coup, là, je fais un peu par rapport à l'effectif des Eagles. Mais du coup, c'est forcément Lawrence. Zéro technique, pour ceux qui ne savent pas, c'est stack au centre. C'est nose tackle vraiment en plein milieu de la ligne. Donc oui, effectivement, il a été repositionné à ce poste-là l'année dernière. Et ça lui a plutôt bien réussi. D'ailleurs, il y a des vidéos là, dans le dernier match qu'on a fait c'était contre les Lions. Non, attends, c'était qui? Les Lions. Les Lions, où la même misère qu'il a mis au centre des Vikings, il prend le centre à un bras et il le pousse et il est sur le QB en 2 secondes. Quoi. C'est terrifiant. Il est incroyable ce joueur. Non, mais de toute façon, la jeune génération a pris le pouvoir. Dexter Lawrence, Quinnen Williams aux Jets et Jeffrey Simons aux Titans. C'est les trois, ils ont pris le pouvoir. Hein, là. C'est vrai. Ok, écoute, est-ce qu'on a fait le tour, Thiergo ? Je pense qu'on a fait le tour. C'était très instructif. Comme pour les Commanders, j'envoie mon petit rapport aux Giants, puisque bien entendu, ils attendaient qu'on fasse ce bilan-là pour pouvoir préparer leur game plan 2023. Ça promet. Mais merci beaucoup, Victor. Moi, j'ai juste une question pour vous, pour finir du coup, parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. Est-ce que vous échangeriez Brian Daboll contre l'excellent entraîneur finaliste Super Bowl, Nick Sirianni, meneur d'hommes, monstre médiatique que Fox adore? Moi je suis fan de Sirianni, donc je réponds oui direct, si on peut l'échanger, c'est sûr. J'espère qu'il va pas encore nous faire des dingueries cette année, j'ai plus envie de le voir ce mec, c'est terrible. Même au Super Bowl il en a fait, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Le mec sait pas se tenir quoi, c'est terrible. Mais bon, il a su vous mener au Super Bowl, donc on peut rien dire là-dessus. Moi j'ai toujours aimé ces mecs-là, les Rex Ryan et machin et tout, j'ai toujours aimé moi. T'as aimé les mecs détestables, c'est beau. C'est pas détestable. Je mettrais pas Sirianni et Rex Ryan sur le même plan. Je trouve que Rex Ryan, il avait vraiment du bagou, il avait cette mentalité de tu me fais chier, je t'en décroche une, je te décroche une droite. Enfin, tu vois, un type comme ça, on n'en voit plus beaucoup en NFL aujourd'hui. Sirianni, c'est une grande gueule, mais c'est quelque chose de différent. Il est mesquin, il fait ses petites remarques là. On avait réussi à pas en parler pendant 1 heure de podcast. Pourquoi t'amènes ça sur le tapis, Victor? Mais ça me fait plaisir. C'est pour moi. Bon, de toute façon, on en reparlera encore. Je suis sûr qu'il va encore nous faire des trucs qui vont m'énerver pendant nos rencontres. D'ailleurs, les 2 matchs des Giants Eagles vont encore être en toute fin de saison, si je dis pas de bêtises. Je vais plus le calendrier en tête, mais c'est chiant qu'ils nous fassent ça, là, c'est relou. Je crois que mais je crois qu'on finit par Giants, quelque chose Giants. Je me demande si c'est pas Cardinals entre les deux. Mais... Attends, je te dis ça tout de suite. Oui, c'est ça. En fait, le 16 décembre, c'est match chez vous. Et puis le match retour est c'est le 25 décembre, autant pour moi.
25 décembre, match chez vous, et le match retour, c'est le 7 janvier 2024 chez Giants. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, il y a un match entre les deux, quoi. Mais moi, je comprends pas ça. Ouais, on devrait avoir au moins 4 ou 5 semaines. Oui, bien sûr. Mais je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 10-15 ans, où en fait les matchs de division n'étaient pas forcément en fin de calendrier, et tu avais la plupart des équipes qui, en fait, à partir de la semaine 14 ou semaine 15, selon s'ils étaient qualifiés ou pas, ne foutaient plus rien. Oui, j'entends bien. Mais du coup, la NFL, la seule parade qu'ils ont trouvée, c'est bon, on met tous vos matchs de division à la fin, comme ça vous êtes obligés de vous bouger. Personnellement, mais dans ce cas-là, t'en mets un de chaque. Tu mets pas 2 fois la même équipe. Enfin, oui. Moi, je trouve ça. Bref. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. On refera pas le calendrier, malheureusement. Merci Victor d'avoir participé à ce podcast. C'était très sympa d'avoir pris du temps sur tes vacances pour nous parler un peu de tes Eagles chéris. Et merci à Thiergo d'avoir participé depuis l'autre bout du monde. Et on vous dit à très bientôt sur All New John Podcast. À plus tout le monde. Salut!